Bien, chers amis, chers collègues, bonjour. Bonjour, en préalable à nos travaux, je vous informe que j'ai reçu les candidatures suivantes pour les membres de la mission d'information sur les agrocarburants. Pour le groupe La République En Marche, Jean-François Césarini, Jean-Baptiste Djebari, Loïc Dombreval, François-Michel Lambert, Jean-Claude Leclabar, Sandrine Lefeur, Sandra Marceau, Adrien Morenas, Damien Pichereau et Vincent Thiebaud. Pour le groupe des Républicains, Valérie Beauvais et Pierre Vatin. Pour le groupe Modem, Bruno Millienne. Pour le groupe UDI J'irai indépendant, Bertrand Pancher. Pour le groupe Nouvelle Gauche, Christophe Bouillon. Pour le groupe La France Insoumise, Mathilde Panot. Et pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine, Hubert Wulfranc. Oui. Mets ton micro. Pour le groupe LR, il y a une place disponible que nous complétons avec Gérard Menuel. Compléter avec Gérard Menuel. Très bien. Pas d'opposition. Donc, il en est ainsi décidé. Nous en venons maintenant à nos travaux. Nous accueillons aujourd'hui Monsieur Michel Fournier, qui est premier vice-président de l'Association des maires ruraux de France. Monsieur Fournier, nous sommes heureux de vous accueillir au sein de notre commission, compétente en matière de développement du territoire, évidemment dans l'écoute, chers collègues. Merci. Je sais que nous sommes nombreux ici à attacher une importance toute particulière à l'aménagement du territoire. Votre audition intervient à un moment particulier. Nous venons d'adopter, dans le cadre de la révision constitutionnelle, un amendement reconnaissant la diversité des territoires. Nous avons aussi, dans nos précédents débats sur la réforme de la SNCF, longuement échangé sur la desserte du territoire et la nécessité de garantir son aménagement équilibré. Enfin, la conférence nationale des territoires vient de se réunir dans des conditions certes particulières sur lesquelles vous voudrez peut-être revenir. Pour notre part, nous sommes conscients que les territoires, et en particulier les territoires ruraux, doivent être au cœur de politiques de développement durable et de transition écologique que nous définissons, qu'il s'agisse de lutte contre le changement climatique, de transport, d'équipement, de préservation de la biodiversité, de lutte contre l'artificialisation des sols ou encore de revitalisation des centres-bourgs. La France est indéniablement engagée dans un mouvement de métropolisation, mais il ne faut pas oublier nos campagnes. Votre association représente près de 10 000 maires ruraux. Pourriez-vous nous faire part de leurs attentes à l'égard de la puissance publique ? En cette période pré-budgétaire, avez-vous un message particulier à nous faire passer? Et enfin, nous devrions en début d'année prochaine débattre d'une loi d'orientation sur les mobilités. Quelles sont vos attentes dans ce domaine? Monsieur Fournier, je vous donne la parole. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Permettez-moi de me présenter. Tout d'abord, Michel Fournier, donc je suis maire, et je commence comme cela, je suis maire de la commune de Lévoibre dans les Vosges, une commune qui à l'heure actuelle a 330 habitants. J'ai à peu près 30 ans de maire. J'ai été président d'une intercommunalité de 5000 habitants pendant 2 mandats, et je suis actuellement vice-président d'une intercommunalité qui est une communauté d'agglo de 78 communes et de 118 000 habitants. Donc voilà une expérience différente dans certains domaines. Pour compléter le tableau, je suis également vice-président d'un PETR et vice-président d'un SCOT. Donc je voulais faire état de cette expérience tout simplement pour, voilà, pour vous dire que, en ce qui concerne ma position aujourd'hui de premier vice-président de l'Association des maires ruraux de France, j'ai une petite expérience de la vie publique. Alors, si vous nous avez demandé d'intervenir lors de vos travaux, et je disais à votre présidente, je suis agréablement surpris de voir le nombre de personnes dans cette commission. Elle m'a indiqué d'ailleurs que vous travaillez, donc c'est bien, tout le monde est rassuré. Mais je ne connaissais pas ce nombre de personnes, je n'étais pas préparé à cela. Ben, je vous le dis, hein. Ça va, oh oui, je pense que ça va bien se passer. Hein. Alors, la problématique, elle est effectivement dans la loi qui est en cours de réalisation, et notamment au niveau de la réforme de la Constitution. Nous avons, depuis un certain nombre d'années, la volonté d'exprimer une chose qui nous semble très importante, et vous l'avez souligné, Madame la Présidente, c'est le mot ou la notion de territoire et la notion d'espace. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, je sais que vous
représenter l'ensemble du pays. Mais aujourd'hui, il n'y a que la dimension démographique qui détermine un peu les différentes politiques. Et on ne tient pas compte, et il n'y a pas forcément une prise en compte de l'espace. Alors, pour faire très, très rapide, simplement rappeler quand même qu'il y a 32 000 communes qui représentent dans l'espace rural, alors il y a rural et urbain, hein, on est bien d'accord, et qui représentent quand même un tiers de la population française. On va prendre un seul exemple, un seul, l'écart en ce qui concerne la dotation de fonctionnement. Voilà, c'est aussi simple que cela et ce n'est pas contestable. Une commune rurale bénéficie de 64 ou 88, enfin entre 64 et 88 euros par habitant et une commune urbaine bénéficie de 128 euros. Alors le problème, il n'est pas d'opposer les deux. Le problème, il est simplement de comprendre l'histoire. Effectivement, les communes urbaines, il y avait le phénomène de centralité, c'est-à-dire que dans ces communes urbaines, tous les gros investissements, que ce soit culturels, sportifs, existaient. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait la même chose. Je suis bien placé pour le savoir, dans ma commune d'Aglo, tout a été transféré à la commune d'Aglo. Ça veut dire que les équipements, pistes d'athlétisme, BMI, patinoires et autres, aujourd'hui, sont supportés par l'ensemble de la population qui est dans ces communes importantes. Ce qui fait que la raison essentielle au départ, qui était celle de dire il y a des frais de centralité, n'existe plus tout à fait dans les mêmes conditions à ce jour. Par contre, nous, communes rurales, on n'a jamais considéré que nous avions des frais, nous, de ruralité. C'est-à-dire l'espace que nous gérons, c'est un espace souvent important, que ce soit au point de vue linéaire des routes ou des chemins, et puis aussi au niveau de tout ce que chacun aspire à venir chercher chez nous, en fait, c'est-à-dire tout cet environnement, et qu'il y a des frais qui sont importants par rapport à ces frais d'entretien de l'espace. Je voulais simplement... c'est pas opposé, encore une fois, hein, c'est pas opposé. Alors, qu'est-ce qui se passe souvent? Eh bien, dans certaines communes, et notamment les communes de moyenne importance, eh bien, voilà, pour arriver à pallier à la difficulté de cette dotation, j'allais dire, permettez-moi l'expression, on fait un peu la chasse à l'habitant. Au même titre qu'à un moment donné, on a essayé de chacun prenait, quand il n'y avait pas l'intercommunalité et la compétence économique dans les intercommunalités, on faisait la chasse à l'entreprise, essayer de se récupérer, etc. Aujourd'hui, on est presque un peu dans cet état d'esprit. Ce qui fait que quand vous franchissez un seuil, eh bien, ça vous permet d'avoir un intéressement différent. Et puis, il y a aussi une problématique, et je ne veux pas être très très long dans ce préambule, mais il y a aussi une problématique qui nous semble conséquente, c'est que, on va prendre un exemple. Aujourd'hui, enfin, c'est pas votre législature, c'est la législature auparavant, a défini et a redécoupé, par exemple, les cantons. Ça ne correspond plus à rien. À rien. Les cantons, si je prends mon exemple à moi, les cantons sont dans un état, parce qu'il n'y a pas de... Les cantons ne correspondent même plus à la réforme de l'intercommunalité. Alors qu'en fait, les interlocuteurs que nous devons avoir, les animateurs qui peuvent être ces animateurs départementaux, faisons-les coller à l'intercommunalité qui a l'air d'être aujourd'hui, bien heureusement, j'espère, figé. Et quand on voit des cantons comme dans lequel je suis, qui représentent des territoires où il y a 80 km d'écart entre un village et l'autre, je veux dire, il n'y a plus de réalité. Donc, soit vous supprimez les départements, soit vous supprimez les cantons, soit vous les réformez et vous les adaptez à la situation. Mais on pourrait dire la même chose par rapport à différentes institutions. Je pense à l'éducation nationale qui ne colle pas non plus aux réalités des nouvelles intercommunalités. Ce que je voulais également souligner, et voilà, c'est que nous, ce que nous recherchons, en fait, c'est plus une notion d'équilibre. Ce que l'on souhaite, et je suis agréablement... j'ai entendu, Présidente, votre introduction, cet équilibre des territoires, pour
trouver une forme d'équité. Et c'est vrai que cette notion de territoire, cette notion d'espace, nous vous demandons, vous, députés, eh bien de l'inscrire effectivement dans cette réforme de la Constitution qui est en cours aujourd'hui. Et vous voyez, ça a aussi des impacts. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, alors je vais mettre les choses à plat tout de suite par rapport à ma sensibilité politique. Ça va être simple. Je suis un indépendant total. Total. Et donc cette indépendance fait que, et je tiens, parce que je pense que certains le savent, j'ai reçu récemment dans mon village le président de la République. Il est venu il y a 2 mois à mon invitation. Et là, il a souligné effectivement lui-même qu'il fallait avoir une autre approche de la notion de territoire. Ces mots ont été bancaux. Alors j'espère que ça suivra. Et on prend un seul exemple. Il est venu aussi présenter dans le département des Vosges la politique cœur de ville. 220, ça doit être ça, hein, 220 communes vont bénéficier en fait d'1 milliard par an, hein, c'est cela, hein, je ne me trompe pas. Hein. Mais réfléchissons. Vous êtes des élus de la nation. Vous avez chez vous des villages où les centres-bourgs sont complètement souvent, dévalorisés. Pourquoi qu'on n'imaginerait pas une politique cœur de village? On gagnerait beaucoup par cette politique-là. Ça nous éviterait dans des commissions départementales comme dans laquelle je suis, la CDPNAF, commission d'espace, protection des espaces, ça nous éviterait de continuer à voir fleurir autour des villages des... Vous voyez ce que je veux dire? Bah si, bah, vous voyez très bien. Alors que les centres de village sont complètement appauvris et on construit autour. Mais non, si on développe par rapport à l'habitat une vraie politique de cœur de village, on sera gagnant dans la protection de l'espace naturel, on sera gagnant, et je crois que votre sensibilité est très intéressée par cela, on sera gagnant également dans le domaine d'image que l'on peut offrir de ces villages, parce que contrairement à beaucoup d'idées reçues, puisque tout à l'heure on a évoqué les idées reçues par rapport au travail des députés, contrairement à beaucoup d'idées reçues, dans des villages et dans beaucoup de villages, il y a un dynamisme étonnant qui est fait avec souvent ce que l'on peut appeler une politique de bout de chandelle. C'est-à-dire qu'on sait valoriser au mieux les potentialités qui nous sont offertes. Pourquoi? Parce que les moyens sont faibles, mais malgré tout, et je ne prendrai même pas l'exemple de mon village, mais je pourrais le faire. Parce que dans ce cas de figure, vous voyez, là, je le fais systématiquement, donc il n'y a pas de raison. Ces lunettes, ce sont des jeunes de l'ENSTIB, de l'École nationale du bois, qui sont installés dans mon village et qui ont créé ce produit. Aujourd'hui, ce produit, c'est un produit phare. Ce sont des lunettes en monture bois. Pourquoi? Parce qu'on a valorisé la filière bois. En s'associant avec l'école d'ingénieurs d'Épinal, en s'associant avec le PETR, en s'associant, et nous avons créé une couveuse d'entreprise. Ça veut dire que dans les villages, il n'y a pas... Les start-up peuvent aussi exister. Et l'image que l'on a souvent du rural, c'est une image dépassée. Alors que cette image-là, aujourd'hui, elle peut être nouvelle. Et nous sommes, nous, Association des maires ruraux de France, nous avons la volonté de faire changer le visage, enfin le visage, pas seulement le visage, mais en fait l'esprit d'une nouvelle ruralité et la perception d'une nouvelle ruralité. Voilà mon préambule. Merci, Monsieur le Vice-président. Je vais passer la parole aux orateurs des groupes, en commençant par La République En Marche avec Alain Péréa. Vous avez la parole pour 3 minutes. Madame la Présidente, je vous remercie. Monsieur le Vice-président, j'ai écouté avec beaucoup d'attention votre intervention et lu par ailleurs quelques-uns de vos communiqués de presse de votre association. Je m'exprime naturellement en qualité d'orateur de mon groupe parlementaire, mais aussi en qualité d'ancien maire d'une commune rurale de 500 habitants. Lorsque j'étais aussi, puisque c'est mon métier, jeune cadre territorial en formation dans les années 90, on nous répétait en boucle que 36 000 communes en France, c'était beaucoup trop.
Et on parlait bien sûr des communes rurales, puisqu'il ne venait à l'idée personne de supprimer les grosses communes. Déjà en 1971, la loi Marcellin avait essayé de fusionner les communes sans succès. Et depuis, au moins depuis le milieu des années 80, tous les gouvernements n'ont cessé de mener une lutte plus ou moins ouverte contre les petites communes, et en tout cas contre leur nombre. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est notre majorité, dans la veine du programme que nous portons, qui a clairement affiché et fait cesser cette guerre contre les communes. Nous faisons une pause dans les réformes territoriales. Nous avons cessé cette stratégie financière de l'étrangleur ottoman. Et nous réglons, dans la mesure du possible, les problèmes dans les transferts de compétences. Certes, il reste encore des dossiers à traiter, mais nous partons tellement de loin. Mais ceci ne suffit pas, et nous avons l'ambition, et cette commission en tête, c'est la raison pour laquelle nous parlions d'aménagement du territoire, d'aller au-delà. En effet, nous savons tous que la France est bâtie sur une architecture villageoise, fruit de notre histoire gauloise, puis religieuse. Toutefois, très rapidement, elle a été entretenue par les dirigeants de notre pays afin que chaque Français, profondément attaché à son lopin de terre, en devienne un ardent défenseur. C'est ainsi, par exemple, qu'en 14, le monde paysan a quitté les champs pour le front, parfois avec seulement une faucille sur l'épaule. Notre ruralité avait alors une vraie fonction. Mais petit à petit est venu le temps de l'exode rural. L'industrialisation a fait croire à un monde meilleur, la ville a attiré, la campagne s'est dépeuplée. Le général de Gaulle a imaginé que les grandes villes, métropoles, Paris en tête, allaient tirer la France. Les grandes lois sur l'intercommunalité de la fin des années 80 sont venues achever le travail d'un pays organisé autour de ces villes. Depuis, cette logique n'a pas changé. À l'inverse, et c'est la question du jour, quelle est la fonction de nos bourgs et des villages? Entre ceux qui les vivent depuis toujours comme une zone paysanne, ceux qui les pensent lieu de vacances ou de retraite, et donc où le bruit du tracteur dérange, entre ceux qui voient uniquement un moyen de se loger à moindre frais, mais qui veulent bénéficier des mêmes services qu'en ville. Notre ruralité a perdu sa vocation première de structurer notre pays, mais surtout n'en a pas trouvé d'autre, à tel point qu'on ne sait plus définir la ruralité française. Vous avez même dit dans votre propos, rural et périurbain, on est d'accord. Ce n'est pas forcément vrai. Depuis trop longtemps, maintenant, les communes rurales sont traitées en creux par rapport aux villes. Notre majorité veut porter un nouveau projet rural pour le monde français. Dans un monde qui se complexifie, Monsieur le Président, j'ai juste ma dernière phrase, dans un monde qui se complexifie, Monsieur le Président, je souhaiterais connaître votre vision du monde rural de demain, pas celui qui s'arc-boute sur le passé ou demande une égalité avec les communes, mais celui qui projette notre ruralité dans l'avenir. Je vous remercie. Merci. Pour les... Si on pouvait... Chers collègues, mes chers collègues, si on pouvait éviter de retranscrire l'hémicycle dans notre commission, ce serait une bonne chose. Je passe la parole pour les Républicains à Jean-Marie Sermier. Madame la Présidente, Monsieur le Premier vice-président de l'Association des maires ruraux de France, mes chers collègues, je vais avoir peut-être le ton de celui qui, au 4e mandat, sait qu'il n'y a pas la fougue du premier mandat qui pense qu'avec lui tout va changer. Mais revenir à quelque chose de plus réel. La ruralité, et je pense, chers collègues, nous pouvons être... On écoute notre collègue Sermier. Je vous remercie, Madame la Présidente, et je comptais sur votre impartialité. La ruralité, on peut être tous d'accord sur ce sujet, c'est l'âme de notre pays, c'est l'âme de la France. Je crois qu'il n'y a aucune majorité qui a voulu casser la ruralité et il n'y a aucune majorité qui, plus qu'une autre, essaye de trouver des solutions. Je crois que c'est collectivement que nous devons trouver un certain nombre de chemins pour faire en sorte que notre ruralité, qui est l'histoire de la France, qui est la géographie de la France, qui est sans doute le bassin de la France, puisse être aussi son avenir. Et pour qu'elle puisse être son avenir, nous apprécions, par exemple,
que nous ne légiférions pas régulièrement sur l'évolution des collectivités locales. Je crois que c'est une bonne chose que de laisser à un moment donné les collectivités s'organiser. Par contre, ça n'est pas une bonne chose, après 5 années de baisse drastique des dotations, de continuer à les baisser et de faire en sorte qu'elles aient moins de financement précédemment qu'avant. Donc, je crois qu'il y a une réalité budgétaire qu'il faudra qu'on puisse trouver. Il n'est pas non plus une bonne chose d'assister à une certaine recentralisation depuis quelques mois. Je crois qu'on peut effectivement dire que ce gouvernement, plus que tout autre, aujourd'hui bat en brèche les corps intermédiaires et souhaiterait que les élus puissent être des caporalisés derrière une majorité. Donc on souhaite réellement que la ruralité, avec l'ensemble de ses collectivités, puisse garder la totalité de leurs prérogatives. Alors, un certain nombre de sujets sont devant nous. Le premier, c'est effectivement les services publics. Alors, moi, je vous rappelle factuellement ce qu'a dit le président de la République il y a un an à la Conférence nationale des territoires. Il y a un an, il avait dit les classes et les écoles rurales ne seront pas l'ajustement de l'ensemble des écoles de France. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 1000 écoles qui se sont fermées depuis cette intervention. Donc aujourd'hui, ce qui nous semble important, c'est de sanctuariser l'ensemble des services publics dans les zones rurales. C'est aussi de financer... chers collègues, on n'est pas dans l'hémicycle là. Non mais, c'est... Chaque orateur a le droit de s'exprimer en étant entendu dans le calme et le respect mutuel. C'est quand même... J'aimerais bien qu'il n'y ait pas de contagion de l'hémicycle, je le répète. Ça se passe très bien dans cette commission, on va continuer comme ça. Merci beaucoup. Monsieur Sermier, s'il vous reste une phrase, je vous la laisse dire et après, on reprend tranquillement et après, on va partir en vacances. Hein ? Merci, Madame la Présidente. Donc, il me restait 2 phrases. La première, Monsieur le Président, quelles sont vos relations avec France Urbaine? C'est intéressant de savoir entre les associations représentantes des collectivités, ce qu'elles peuvent apporter à leur dite collectivité, et France Urbaine représente les métropoles. Et la deuxième question, c'est pensez-vous que le lancement de la Banque des territoires par la Caisse des dépôts puisse être un levier pour l'économie de notre ruralité? Merci, chers collègues. Pour le MoDem, je passe la parole à Bruno Millienne. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je voulais d'abord vous remercier de nous donner la possibilité aujourd'hui de mettre au premier plan au sein de notre commission les enjeux liés à la ruralité. C'est suffisamment rare pour le noter. Merci à vous, Monsieur Fournier, pour votre présence et votre exposé. Il y a peu, nous recevions au sein de la délégation aux collectivités territoriales votre président, Vannick Berberian, pour un échange de qualité autour des sujets liés à la réforme constitutionnelle, à la fiscalité locale et à la préparation des dernières conférences nationales des territoires, auxquelles, je crois qu'il est bon de le rappeler, vous avez, vous, à MRF, participé de façon constructive malgré vos quelques points de désaccord avec le gouvernement. Je tenais à saluer cet état d'esprit, bien plus utile à mon sens que la politique de la chaise vide. D'une façon générale, il est appréciable de travailler avec vous. Je suis élu d'une circonscription rurale et je me félicite d'avoir noué une relation de confiance et d'écoute avec la MR 78 via Philippe Gesselan. Alors, nous ne sommes pas toujours d'accord, Monsieur Fournier, mais force est de constater que nous travaillons en très bonne intelligence et je crois pouvoir parler pour mes collègues du MoDem, pour la quasi-totalité d'entre eux, ce sont d'anciens élus locaux, en disant que nous partageons avec vous ce combat pour la défense de la commune et l'affirmation de la diversité de nos territoires. En ce sens, les décentralisateurs que nous sommes, et je crois que vous partagerez cela avec nous, sommes ravis de l'inscription à l'article 1er de notre Constitution de la notion de diversité des territoires. C'est une première étape vers la différenciation territoriale et la reconnaissance au sein même de la République des spécificités locales vitales à nos yeux pour apporter confiance et liberté à nos collectivités. Je crois néanmoins que nous divergeons sur l'intercommunalité. Elle n'est pas parfaite. Nous avons additionné au lieu de mutualiser, délaissant ou méprisant parfois les communes rurales, j'en ai bien conscience. Mais ce que je veux vous dire, avant d'en venir à mes questions, c'est que l'intercommunalité n'est pas un obstacle. Ce qui est un obstacle, le plus souvent, c'est l'exécutif de ces structures. Le plus souvent aux mains de barons locaux, le blocage est avant tout politique,
Tout ne viendra pas de la loi, mais des pratiques locales, de la volonté des élus locaux à s'unir pour peser, à se rassembler pour mutualiser et avancer. Vos moyens sont limités, je le sais. Vous êtes en première ligne. Vous regorgez d'inventivité, d'imagination et d'énergie pour faire vivre nos communes et je tiens à vous tirer mon chapeau, monsieur. Je crois néanmoins que vous pouvez encore lever certains conservatismes, parce qu'il en reste. Pour ce qui est de ma question, je suis persuadé d'une manière générale que la transition écologique peut être un facteur de développement, d'emploi et de rayonnement de notre ruralité. L'économie verte et circulaire est une chance pour revitaliser notre ruralité. Comment abordez-vous ces enjeux? Quels freins, s'il y en a, faudra-t-il lever pour vous accompagner? Enfin, sur la question de l'accès au transport, estimez-vous envisageable le développement à moyen terme des transports collectifs propres, autonomes et à la demande dans nos territoires ruraux? Je vous remercie, monsieur. Et Madame la Présidente, je fais moins de 3 minutes. Je l'ai vu. Bravo, chers collègues. Excellent. Et je vais passer tout de suite, pour le groupe UDI, Agir et Indépendant, la parole à Guy Bricout, qui fera aussi bien. Ouais, je vais essayer. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier Vice-président, je tiens à saluer le travail de votre association qui représente pour nombre d'élus un interlocuteur et un relais indispensable. Notre ruralité, comme vous l'avez souligné, a bon nombre d'atouts qu'il convient de cultiver et de développer. D'ailleurs, bon nombre de nos concitoyens aujourd'hui aspirent à un retour dans nos petites communes pour fuir le stress de la ville et retrouver une certaine qualité de vie. Il y a là une opportunité de dynamique qu'il ne faut pas négliger. Il est donc urgent d'établir un vrai équilibre entre villes et territoires ruraux, afin qu'ils ne soient pas systématiquement mis dos à dos, mais au contraire qu'ils se complètent, se nourrissent l'un de l'autre. J'avais ainsi évoqué dans mon programme de campagne législative que soit mis en place un plan Marshall de la ruralité, que pour chaque euro qui soit donné en ville, 1 euro soit consacré à la ruralité. Que vous inspire une telle proposition ? Je partage bon nombre de vos analyses concernant les moyens qui se font de plus en plus rares. C'est un fait que nos communes rurales sont de moins en moins aidées, tant financièrement qu'humainement. Je redis ici que la suppression de la dotation parlementaire est une hérésie, tant elle permettait, par exemple, à nos communes de mener à bien des travaux de sauvegarde de leur patrimoine ou de développement de leur infrastructure. L'extinction des contrats aidés est tout aussi alarmante. Concernant les élus, le maire doit en effet rester, dans la plupart des domaines, le premier interlocuteur, tant il connaît par cœur son territoire et ses besoins. Il faut donc vraiment que les EPCI cessent systématiquement de prendre le pas sur celui-ci. J'émettrai cependant un bémol en ce qui concerne la gestion de l'eau. Je comprends que les petites communes soient attachées à conserver cette gestion, mais il faut qu'elles aient à l'esprit le tarissement des sources et les problèmes sanitaires auxquels elles risquent d'être confrontées. C'est par exemple les nitrates, la déséthylatrazine, et j'y ai été confronté. Pour en revenir aux élus, réduire le nombre de députés tel que cela est prévu, c'est un peu politique, aura un impact conséquent sur nos communes rurales. Car il faut bien avoir conscience que nos circonscriptions rurales seront dès lors si vastes que le député n'aura plus le temps matériel de les arpenter au risque de complètement se déconnecter de son territoire. Et vous l'avez dit tout à l'heure pour les cantons. Qu'en pensez-vous ? Concernant plus spécifiquement certains dossiers, pour commencer nos écoles rurales, si l'on comprend bien sûr que l'on dédouble les classes dans les zones sensibles, cela est fait à mon avis trop rapidement, d'autant plus que dans le même temps, à quelques élèves près, on supprime des classes en territoires ruraux, ce qui inaugure évidemment rien de bon pour l'avenir de ces villages. Ensuite, concernant l'aménagement du territoire, j'aimerais rappeler votre attention sur le fait que Nicolas Hulot a déclaré ici même qu'il ne voulait plus d'imperméabilisation. Cela risque de poser de vrais problèmes aux petites communes confrontées aux dents creuses qui dès lors ne vont plus pouvoir construire. Ainsi, on va plutôt choisir de redensifier les centres-villes que les cœurs de village. Encore un déséquilibre de traitement. Quelle est votre analyse ? Et je vais d'autres choses, mais je m'arrête là. Merci, chers collègues. Et enfin, pour la gauche démocrate et républicaine, je passe la parole à Hubert Wulfranc. Oui, c'est un élu, Monsieur le Président, purement urbain et qui plus est communiste qui vous parle. Pour vous dire notre sentiment. Notre sentiment, c'est qu'il en va de la ruralité comme il en va des villes. Il y a des ruralités comme il y a des urbanités, avec de grandes poches de pauvreté dans les campagnes, comme des grandes poches de pauvreté dans les villes, avec des campagnes qui vivent bien, même très bien, et des villes
qui vivent bien, même très bien. Tout cela nous renvoie effectivement à nos populations, selon les territoires qui sont les nôtres, des populations qui sont, chez vous comme chez nous, soit marquées par des indices de pauvreté particulièrement aggravés, soit marquées par des caractéristiques beaucoup plus favorables. Quand on songe effectivement au salaire des actifs, des ouvriers agricoles, des employés de l'agroalimentaire, particulièrement marqués dans leur pouvoir d'achat à la baisse, quand on songe aux retraités agricoles, comme nous voyons chez nous les retraités des entreprises manufacturières, eh bien on marque déjà, je dirais, la réalité et le destin d'un territoire. Donc c'était ma première remarque, des problèmes somme toute similaires auxquels sont plus ou moins confrontés les collègues maires, qu'ils soient en ruralité ou qu'ils soient en urbanité. Vous avez évoqué les centres de vie d'ailleurs. Nous vivons par exemple dans nos villes de banlieue des problématiques strictement similaires avec la désertification commerciale des petits commerces et évidemment l'extension de ces fameux hypermarchés qui sont à nos portes comme ils sont à vos portes. Tout ça pour en venir à deux questions sur lesquelles j'aimerais vous interroger. Les maires sont fatigués. Les maires qui sont confrontés à des situations particulièrement tendues sont fatigués. Ne pensez-vous pas qu'un des éléments de réponse pour favoriser le travail de nos communes serait de réfléchir à un statut de l'élu qui permette notamment à nos maires ruraux d'exercer leurs responsabilités généralistes de manière la plus convenable possible? Première question. Et deuxième question, n'y a-t-il pas un seuil d'expertise administrative et technique aujourd'hui qu'il conviendrait d'assurer aux petites communes et notamment donc aux communes rurales de manière à ce que vous puissiez remplir vos fonctions dans de bonnes conditions. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Fournier. Je vous donne la parole pour répondre aux orateurs des groupes. Il y a beaucoup de questions, hein. Alors, j'espère que je n'oublierai pas certaines réponses. Je ne vais pas forcément les prendre dans l'ordre. Je vais simplement... on parle de la pauvreté. Je vais peut-être démarrer par ce que vous avez dit, monsieur le député, la pauvreté de certains territoires ruraux. Les pauvretés, elles sont multiples. Elles sont multiples, mais elles sont aussi économiques. Et je vais vous dire un dysfonctionnement qui est dû à une réforme qui n'est pas de cette législature, parce que pour répondre aussi à différents intervenants, beaucoup de réformes sont l'aboutissement de plus de, on va dire, 20 ans de politique. Donc, quelquefois, c'est plus facile de montrer du doigt à un moment donné celui qui est aux commandes que... voilà. Mais il y a quand même une continuité et que cette continuité, elle a souvent, après, eh bien, elle a souvent des conséquences insidieuses qui ne sont avérées qu'à un moment donné. Et je prends un seul exemple pour répondre aussi à la pauvreté. Je vais prendre l'exemple des ZRR. Ma commune était dans une ZRR depuis toujours, liée au nombre d'habitants, au kilomètre carré, etc., etc. J'ai intégré une communauté d'agglo. Je ne suis plus en ZRR. Je peux vous dire c'est la même chose. J'ai la même distance maintenant qu'avant. Voilà, voilà quelquefois pratiquement comment... Et ces ZRR qui étaient effectivement aussi... Parce qu'on peut les utiliser. On peut les utiliser comme éclairage ou simplement pour dire... à travers les différentes politiques que l'on veut mener, au même titre qu'on a retenu 220 villes par rapport à une politique spécifique, au même titre on pourrait revenir certains territoires, parce que vous l'avez souligné l'un et l'autre, les ruralités sont complètement différentes. Il y a des ruralités qui sont en bonne santé et il y en a d'autres qui le sont moins.
Eh bien pourtant, et je parle d'une commune qui est juste à côté de chez moi, les incidences sont nombreuses. Parce qu'elle n'est plus en ZRR, ou elle y est encore pour 1 an, parce qu'il y a eu un aménagement, enfin bon bref. Mais ça, c'est rien. Sauf qu'au niveau de l'école, elle ne pourrait pas bénéficier du redoublement comme dans les quartiers dits difficiles. Alors que je peux vous dire que dans cette commune que j'ai en tête, la situation, c'est la commune rurale où la situation est peut-être la plus difficile au niveau du Grand Est. Mais il n'y aura pas de politique spécifique parce qu'elle n'est pas visualisée en tant que telle. Et pour ce genre de choses qui découlent effectivement des différentes réformes qui ont pu être mises en place. Le statut de l'élu, je prends peut-être comme cela. Le statut de l'élu, aujourd'hui... Oui, non, c'est pas le communiste qui m'intéresse, c'est le statut de l'élu. Aujourd'hui, les maires ont un travail considérable. Et ils ont un travail considérable pourquoi? Pour 2 raisons. Parce qu'ils conservent, et c'est tant mieux, ils conservent leur responsabilité communale, mais s'ils veulent exister en tant que commune et en tant qu'interprète ou interlocuteur dans le cadre de grandes structures, ils sont obligés en permanence de se trouver à l'extérieur de leur village. Aujourd'hui, un maire, il n'est plus maire uniquement dans son village, sa présence, elle est surtout à l'extérieur. Ce qui fait que j'ai 68 ans. Merci. C'est vrai, merci. Ah, vous pourriez applaudir, là. Non, mais c'est un géométrie variable. Ah oui, c'est un géométrie variable. Ah, bonjour. On se connaît, oui. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le... non, pardon. Non, mais c'est pas grave, je vais assurer. Ça veut dire qu'à terme, les élus ne pourront être, si les choses perdurent, les élus ne pourront être que des personnes qui ont des disponibilités et malheureusement souvent liées à l'âge. Alors qu'on a besoin de jeunes. Moi, je suis à mon 5e, 6e mandat, je ne sais plus. Je voudrais passer la main. Mon adjointe qui, elle me dit, mais attends, je ne peux pas faire ce que tu fais, j'ai un travail. Et ce travail, je ne pourrais pas l'exercer parce que je ne peux pas faire les 2 en même temps. Ce qui fait que l'on va vers un appauvrissement, je le dis là, on va vers un appauvrissement des élus, et notamment des élus ruraux, qui eux n'ont pas les mêmes possibilités pour pouvoir être. Et il faut être présent. Dans une intercommunalité, je peux vous le dire, moi, alors peut-être qu'il y a des gens qui connaissent mon intercommunalité, mais si je n'étais pas Michel Fournier et présent dans cette intercommunalité, eh bien souvent je me ferai avoir. Ça c'est clair. Ça, c'est clair, parce que les habitudes sont prises. Les présidents, souvent d'intercommunalité, je ne lui en veux pas particulièrement, on est en bon terme, ce n'est pas le problème. Mais les présidents d'intercommunalité, c'est l'habitude. C'est donc souvent le président de la ville la plus importante. Alors, je ne l'appelle pas forcément des barons. Et en plus de ça, les services autour de ces présidences sont des services habituels. Ça veut dire que l'on a aussi un problème ici, dans la représentation démocratique, c'est le fonctionnement. Mais c'est lourd de chez lourd. Et forcément, c'est le DGS qui... Voilà. Et donc, où est la démocratie dans ce niveau-là? C'est très difficile. Il faut se battre au quotidien. Je vais reprendre... Ça suffit pour le député communiste. La gestion de l'eau. On est entre élus. Hein. Si. La gestion de l'eau. La gestion de l'eau, ok, j'entends vos remarques. J'entends les difficultés d'approvisionnement de la ressource en eau. On entend les difficultés liées à l'ingénierie et au manque de technicité que peuvent avoir certaines petites communes ou certains petits syndicats. Sauf qu'aujourd'hui, avec cette obligation que l'on veut absolument maintenir, eh bien, on a tout faux. On a tout faux pour 2 raisons. Parce que premièrement, c'est encore quelque chose qui est, mais alors là, je peux vous le dire, qui est très très mal ressenti parce que c'est une obligation qui vient d'en haut. Ce n'est pas une construction locale,
C'est ça la problématique. Et la deuxième problématique, c'est que l'on va éviter et on va mettre de côté un certain nombre d'élus bénévoles qui font fonctionner souvent à moindre coût ces syndicats ou ces structures. Les contrats aidés, vous voyez, je balaye, hein, excusez-moi, hein, mais il faut qu'on tienne. Les contrats aidés. J'ai été auditionné par la commission Borrello, j'ai été auditionné par la commission du Sénat. J'aurais aimé l'être chez vous. Personnellement, depuis 20 ans, je suis dans un dispositif qui s'appelle l'IAE, Insertion par l'activité économique. Au niveau de ma commune, j'ai dû embaucher plus de 600 personnes pour un village de 300 habitants. J'ai 20 personnes en permanence. Eh bien, je peux vous dire une chose, qu'effectivement, dans ces contrats aidés, il y en a qui ont mal joué. Il y a des collectivités qui ont mal joué. Il fallait une réforme de ces contrats aidés. Oui, mais il faut dire les choses. Moi, je dis les choses telles que je les pense. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait souvent pas d'accompagnement. C'était une simple utilisation. Et aujourd'hui, alors il faut, à la marge, quelquefois, il faut être un peu souple aussi. C'est pour les calmer. Il faut être un peu souple. Mais c'est vrai que le contrat aidé, c'est quelque chose qui, dans une commune, rendait un service. Et encore une fois, il y a une chose que l'on n'a pas prise en compte, que vous avez mal évaluée, l'un comme l'autre, c'est la population éligible. Qu'est-ce que l'on fait des plus de 55 ans, 57 ans? C'est ça qui est aussi un problème. Et ces gens-là, souvent, ils ont besoin de quelques trimestres supplémentaires pour aboutir à leur carrière. C'est une question. La mobilité, l'intercommunalité, l'intercommunalité, on vient d'en parler, c'est très difficile, effectivement, l'intercommunalité. Alors, ce n'est pas l'intercommunalité en elle-même. L'Association des maires ruraux de France a été une des premières à soutenir l'objet de l'intercommunalité. Pourquoi? Parce que c'était de définir des projets, et de faire ce qu'une commune ne pouvait pas faire seule. Ce n'est pas la peine d'avoir une compétence, de ne pas pouvoir l'exercer et de ne pas avoir le pouvoir de l'exercer. Mais les compétences que l'on exerçait et que l'on peut continuer à exercer, il ne faut pas, d'une façon obligatoire, penser, parce qu'on va mettre ça dans un grand ensemble, que ça va être mieux et que l'on va surtout rationaliser. Ça, c'est complètement faux. Ensuite, attendez, les relations France urbaine. Je crois que c'est votre question. Nous avons aujourd'hui un partenariat, alors il n'y a pas plus urbain que Paris, non? Nous avons un partenariat avec la mairie de Paris. C'est pas suffisant, je le reconnais, c'est une approche nouvelle. Et quelquefois, peut se poser la question, et certains chez nous peuvent se poser la question, quel est l'intérêt d'avoir un partenariat avec la plus grande mairie de France? La Banque des territoires, nous étions hier et j'ai participé effectivement au lancement de la Banque des territoires au niveau de la Caisse de dépôt. La Banque des territoires, ça peut être une réponse importante. Pourquoi? Parce que souvent, et je prends l'exemple de ma commune, excusez-moi, mais il y a eu tellement de réalisations et d'investissements faits qu'aujourd'hui, dans le système bancaire traditionnel, eh bien, on a quelques craintes vis-à-vis des engagements financiers qui ne sont que des encours, en fait, hein, parce qu'il y a des recettes derrière, etc. Et si effectivement la Banque des territoires peut avoir une approche différenciée et non pas considérer une commune comme une entreprise à risque, entre guillemets, eh bien là, on aura un partenariat qui sera très fort. Donc, nous approuvons et nous sommes partenaires de cette Banque des territoires. Ça n'exclut pas la concurrence, mais c'est important qu'il y ait cette réponse. Ensuite, oh là là, réduction des députés. Réduction des députés. Ouais. Du nombre. Oui. Ah oui, ça, c'était une autre époque. Non, c'était pas des députés. Du nombre de députés. Je ne sais pas si nous sommes les plus à même de pouvoir juger de cette question. Ce que nous voulons simplement, c'est que les territoires ne soient pas oubliés. Ça veut dire qu'effectivement, j'ai un député qui est d'ailleurs qui est juste à côté, dans une autre commission. Il a 278 communes aujourd'hui. 278 communes. La moitié du département des Vosges. Par rapport au nombre, toujours lié au nombre d'habitants. Il est à côté. Pour faire le tour de ces 278 communes, c'est très, très
difficile. Donc, réfléchissons avant, voyons les choses peut-être différemment par rapport à certains territoires qui sont plus centralisés ou autres. N'oublions pas que dans certains secteurs comme chez nous, nous sommes entre 15 et 16 habitants au kilomètre carré. Donc, il faut tenir compte de cet aspect-là. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à cette réforme qui est en cours, mais elle va suivre aussi au niveau du Sénat, parce que cette réforme, elle concerne aussi le Sénat. Et ça veut dire aussi que nous, ce que l'on souhaite, c'est simplement qu'il reste des gens de terrain, comme les maires le sont, parce que dans la conférence des territoires, la dernière conférence des territoires, auquel j'ai participé une fois, et mon président a participé plusieurs fois, et nous avons refusé effectivement la politique de la chaise vide. Ça, c'est clair. Nous le ferons systématiquement. Je le fais, moi, au niveau local également. Sauf que c'est un engagement supplémentaire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que dans cette conférence nationale des territoires, on n'a même pas évoqué le mot rural, on n'a même pas évoqué le mot commune. Alors, je veux dire, bien sûr, c'est un oubli involontaire, etc., etc. Mais je saurais le dire au Premier ministre. Je vais le rencontrer bientôt, là. Je vais lui dire cela. Je vais lui dire, attention, nous sommes aussi des gens très susceptibles, d'autant plus que nous nous sentons, pas seulement les maires, je ne parle pas pour les élus, je parle pour la population. Quelque part, nous nous sentons oubliés. Et vous avez vu le phénomène de rejet qu'il y a eu aux dernières élections. Et ce rejet, il est essentiellement en milieu rural. Et quand je connais ma population, je ne m'y reconnais pas. Je l'ai dit au président, j'ai mal pour ma ruralité, j'ai mal pour mon village, de voir un peu ce type de réaction qu'il peut y avoir. Et ce n'est pas le maire lui-même qui pourra avoir d'une façon pédagogique enrayé ce problème-là. Et donc, il faut absolument que l'on ait une attention particulière pour la ruralité. Et c'est pour cela que l'inscription de l'espace, du territoire, pour une politique plus équilibrée d'aménagement de ces territoires, aménagement, c'est peut-être pas le bon mot, mais de respect de ces territoires, ça nous semble indispensable au point de vue reconnaissance de vous-même, pour nous-mêmes, et pour vous, et pour nous. Voilà. Si vous avez d'autres questions, j'y suis prêt. Oui, ça tombe bien. Alors, oui, justement, j'ai jusqu'à présent 21 questions, donc nous allons prendre 3 sessions de 7 questions. Et je vous demande de respecter vos 1 minute, sinon, comme d'habitude, je sévirai. Je passe la parole à Jean-Luc Fugy pour commencer. Merci Madame la Présidente. La mobilité est un élément essentiel de la qualité de vie et nos concitoyens ont des exigences en la matière. La loi d'orientation que nous étudierons à l'automne doit nous faire passer d'une politique d'équipement à une stratégie de mobilité pour tous qui soit à la fois réaliste, innovante et environnementalement moins impactante. Nombreux sont ceux, peut-être encore plus en milieu rural, qui souhaitent que la situation actuelle progresse pour améliorer les déplacements quotidiens et mieux accompagner le développement économique des territoires. Pour répondre à cette attente, l'amélioration des infrastructures routières et ferroviaires actuelles est une nécessité qui s'impose à tous. En complément, il semble intéressant de travailler autour de solutions innovantes pour réduire le recours aux déplacements quotidiens. La volonté de développer le droit au télétravail, d'implanter des espaces de coworking et l'accès au haut débit sur tout le territoire vont, je crois, dans ce sens et permettent de renforcer l'attractivité des bassins de vie ruraux. Pouvez-vous nous faire part de votre avis et nous indiquer sur quel point les politiques publiques doivent mettre l'accent pour mieux accompagner ces mutations sur vos territoires ruraux ? Merci. La parole est à Martial Sadier. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, je ne voudrais pas vous parler de la gestion de l'eau, mais du financement de l'eau. Et appeler au soutien de votre association au débat qui, je l'espère, va réintervenir dans le projet de loi de finances 2019, puisque si nous restons au projet de loi de finances 2018, les budgets des agences de l'eau ont été très fortement ponctionnés. Et au moment où nous savons ce qu'il pourrait y avoir dans le contenu des 11e programmes des différentes agences de l'eau, c'est très clairement la ruralité qui serait la grande victime, avec, pour ne prendre que quelques exemples, plus d'entrées communales pour les dossiers, uniquement intercommunales, plus de dossiers en dehors des LRR, ou plus de soutien à l'assainissement non collectif, pour ne prendre que quelques exemples. Et donc, plus que jamais, nous avons besoin de la mobilisation de votre association. Et puis, je me tourne vers le groupe majoritaire pour lui dire, et notamment à son représentant, que j'ai bu du petit lait en entendant ces propos. Je suis sûr qu'ils seront à nos côtés dans le projet de loi de 2019 pour soutenir un débat législatif qui reviendrait sur le projet de loi de finances 2018. Je passe la parole à Bruno Duverger.
Merci Madame la Présidente. Monsieur le Vice-président, donc j'ai été maire d'une commune de 270 habitants, vice-président d'une communauté de communes, conseiller départemental d'un canton de 75 communes et je suis maintenant député avec une circonscription de 296 communes. J'en ai 2 qui font 15 habitants, j'en ai une soixantaine qui fait moins de 150 habitants. Tous les week-ends, quand je vais les voir, je leur dis justement, on ne va rien bouger dans la loi NOTRe, on a du temps pour se réorganiser. On a des outils, il y a la commune nouvelle, il y a les rassemblements pédagogiques concentrés, il y a un tas d'outils qui nous permettent de nous restructurer. Je dis, prenez-vous en main. Pensez à vous regrouper, à fusionner, etc. Ce que je voudrais savoir, est-ce que c'est là aussi votre vision et est-ce que votre association aide les communes à restructurer le paysage rural qui en a bien besoin? Et c'est aussi une demande de la population qui demande plus de services et plus de visibilité dans la ruralité. Merci. Je passe la parole à Sophie Oconi. Merci Madame la Présidente, Monsieur Fournier. L'article L35-1 du Code des postes constitue la transposition en droit interne de 2 directives européennes qui datent de 2002 et 2005. Selon celle-ci, le service universel des communications électroniques doit fournir à tous un raccordement à un réseau fixe, ouvert au public et un service téléphonique de qualité à un prix abordable et ce, indépendamment du lieu de résidence. Pourtant, il existe de trop nombreux dysfonctionnements, privant ainsi certains de nos concitoyens ruraux d'un accès au réseau de télécommunications. Le défenseur des droits a lui-même souligné dans une décision du 19 avril 2017 que les usagers habitant dans les milieux ruraux étaient désavantagés par rapport à ceux vivant en zone urbaine, constituant donc une discrimination à l'égard du lieu de résidence. Quelles préconisations auriez-vous à proposer pour aider les communes rurales pour l'entretien et le maintien téléphonique? Merci Stéphanie Kerbar, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur Fournier. Avec la réforme territoriale de 2015, nous avons vu de nombreuses fusions d'intercommunalités. Suite à ces changements, de nombreuses communes rurales se retrouvent dans des communautés d'agglomération. Le nombre de conseillers communautaires étant proportionnel au nombre d'habitants, les communes rurales sont souvent minoritaires au sein des conseils communautaires. Comment pouvons-nous garantir la véritable place des communes rurales dans ces intercommunalités face à une commune plus urbaine? Comment peut-on veiller à ce que les politiques menées soient équitables pour l'ensemble des communes membres de l'intercommunalité? Et enfin, pouvez-vous nous indiquer les actions que vous mettez en œuvre pour que les femmes soient plus représentées au sein de ces intercommunalités? Je vous remercie. Merci. David Lorion, vous avez la parole. Oui, bonjour. Merci pour la présentation très touchante, notamment de la situation parfois difficile de toute cette ruralité. Moi, je suis un député qui vient d'une ruralité encore plus lointaine, puisque ça s'appelle l'Outre-mer, et on en parle encore beaucoup moins, parfois, évidemment, de cette ruralité. Je voudrais vous poser une question assez simple. La loi d'orientation, notamment de 1995, a mis en place des zones de revitalisation rurale. Je voudrais savoir et connaître votre avis sur l'évolution. Alors, je sais qu'il y a eu évidemment des modifications constantes de cette zone de revitalisation rurale, qui est, dont les résultats ont été assez médiocre pour l'instant en termes de création d'emplois. Est-ce qu'il faut mettre en face de cette zone de revitalisation rurale une zone franche urbaine? Est-ce que ce n'était pas une concurrence déloyale quelque part? Et que pensez-vous aussi sur le fait que la ministre et le gouvernement souhaitent supprimer tout simplement la zone de revitalisation rurale dans tous les outre-mer? Merci. Merci. Enfin, Sandra Marceau pour cette dernière salve. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président. Les politiques locales de l'habitat doivent être considérées comme un des vecteurs clés de l'aménagement de tous les territoires, y compris ruraux. Si les outils au service des collectivités et plus globalement des acteurs locaux de l'habitat existent pour définir, conduire, mener à bien ces politiques, les analyses et remontées de terrain soulignent leur inégale mobilisation dans les territoires et leurs limites en termes d'opérationnalité. En effet, si en 2016, 700 programmes locaux de l'habitat ont été établis, ils concernent en priorité les territoires les plus urbains, les zones les plus tendues. Peu de plans départementaux de l'habitat sont également établis, notamment en zone rurale. Ces outils sont pourtant essentiels pour une bonne connaissance, une connaissance partagée des dynamiques de peuplement, la définition d'enjeux et d'orientations opérationnelles en matière d'habitat dont les territoires ruraux ont besoin.
Quel est donc, comment saisissez-vous de cette question et quelle est votre action en la matière au sein de votre association? Merci. Merci. Monsieur Fournier, je vous donne la parole. Je vais commencer par votre... Alors, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses, et encore une fois, je n'essaie pas de savoir qui est responsable. J'essaie de voir comment on peut travailler autrement. La problématique souvent des communes rurales, on l'a déjà évoqué, et notamment des centres-bourgs, c'est que ce sont des bâtis anciens, ce sont des bâtis qui sont importants, qui souvent qui servaient de ferme, etc., et qui ne sont plus adaptés aujourd'hui au logement que nous souhaitons l'un et l'autre. Et donc, les politiques peuvent effectivement se développer. Vous soulignez que ces politiques liées à l'habitat se développent peut-être plus en milieu urbain qu'en milieu rural. Alors là aussi, c'est un travail qui doit exister à l'intérieur des intercos, parce que c'est les intercos qui maîtrisent ce genre de... Oui, les départs... Bon, chez moi, c'est les intercos, d'accord. Oui, au point de vue financement, vous voulez dire? Ah, d'accord. D'accord, pardon. Non, mais allons-y, là, soyons fous. Pardon, ça se fait pas? Moyen. Ah bon. Sinon, on s'en sort plus. Mais... D'accord. Ah bon. Alors, bon, bref. Alors, par exemple, voilà une réflexion que moi je soumets, et notamment par rapport j'allais dire aux directives budgétaires que vous pouvez faire. Un exemple. Quand un corps de ferme, les corps de ferme étaient généralement séparés en trois parties. Il y avait une partie habitat, il y avait une partie engrangement, une partie écurie étable, quand on est dans ce type d'agriculture. Si vous refaites et si vous souhaitez refaire et utiliser au mieux l'ensemble du corps de ferme, eh bien, vous n'avez pas les mêmes obligations dans une partie que dans l'autre. Vous refaites le logement, et c'est là qu'on va tomber sous les normes. Vous refaites le logement lui-même, vous faites une déclaration de travaux. Si vous ne changez pas grand-chose, une fenêtre ou un truc, etc. Si vous refaites à côté, c'est changement de destination, vous devez, là, à ce moment-là, faire un permis de construire. Et là, d'autres normes arrivent qui sont liées pourtant au même bâtiment. J'en ai connu l'expérience. Normes sismiques, par exemple. Où on me disait « Ah mais non, là, vous ne pouvez pas parce qu'il vous faut faire des fondations de 80 cm parce que les normes sismiques, sauf que j'avais un mur mitoyen et je me posais la question dans le mur mitoyen entre le logement et la partie nouvelle, si effectivement le séisme, il avait eu l'intelligence de s'arrêter à la mitoyenneté du mur. » On est au quotidien, et donc là, il y a aussi des choses à voir. Et au niveau de la TVA, prenons la TVA, puisque la réforme de la TVA, c'est quelque chose qui est aussi sous-jacent. Je veux dire, si on ne donne pas une priorité liée à la TVA pour des travaux dans des parties d'anciens corps de ferme, eh bien, je veux dire, on aura tout faux. Ce sont des exemples comme cela qui peuvent alors imaginer, que l'on peut imaginer, qui sont très pratiques et qui seraient incitatifs pour pouvoir faire des choses plus, j'allais dire, plus raisonnables. Je ne parle même pas, et je sais votre sensibilité, je ne parle même pas des économies de chauffage, etc., et de l'obligation que l'on a, qui est une obligation justifiée, puisqu'on sait que le chauffage, et surtout dans des secteurs comme les miens, représente, c'est très important au point de vue, tout simplement, de l'aspect financier du ménage. Hein. C'est un engagement financier très fort. Donc là aussi, il y a eu des politiques qui ont été établies et qui ont permis de faire des améliorations. Il faut continuer dans cette voie-là. Je vais répondre aux communes nouvelles, parce que en fait, c'était ça votre question sous-jacente. Qu'est-ce qui est important? Alors, les villages de 15 habitants, on en a effectivement chez nous. Bon, quelle est la position que l'on peut avoir? La position, c'est de dire, essayez d'être intelligent. Je parle de notre structure. Elle n'est pas partagée partout, je vous le dis. Hein. Ça, c'est clair. Mais essayons d'être intelligents, de raisonner.
Et quel serait votre intérêt à vous, parce que vous avez très peu d'habitants, de vous... Alors, la problématique, la commune nouvelle est peut-être une réponse. C'est peut-être une réponse, ce n'est pas la seule. Il faut aussi que la population, et souvent les communes nouvelles qui ont été créées, la population n'a pas été associée. Ce sont les élus entre eux qui sont mis autour d'une table, qui se sont dit ça serait bien, etc., etc. Il y en a même certains qui ont voulu conforter, c'est vous qui avez parlé de Baron tout à l'heure, qui ont voulu conforter, non mais vous, j'ai entendu dans la salle. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être très prudent, parce qu'il y a toujours cette crainte aujourd'hui. Et le renforcement de l'intercommunalité, et je vais aller de là à l'intercommunalité, a fait que sur les grandes intercommunalités, eh bien, on voit qu'il y a un désintérêt de beaucoup d'élus de participer à la vie de l'intercommunalité. Je vais vous prendre un exemple. Ma structure, Association des maires ruraux, défend l'idée d'une conférence des maires obligatoire dans les intercommunalités, d'accord ? Chez nous, on la pratique, la conférence des maires. Je suis vice-président, réunion de bureau. Je suis à la réunion de vice-président, d'accord? On a une réunion de bureau derrière. On a une conférence des maires derrière. Et on a le conseil communautaire, excusez-moi, le conseil communautaire derrière. Qu'est-ce que l'on s'aperçoit? On s'aperçoit que les maires disent bah, si je vais à un, je ne vais pas à l'autre. Il y a une désaffection. Au bout d'un an et demi, vous verriez le nombre de représentations, mais c'est... Pourquoi? Parce qu'on est très nombreux. Quand j'étais président d'intercommunalité, tout le monde venait. Et il y avait aussi une association des adjoints, d'où la représentativité, parce que souvent c'était le maire et l'adjoint, etc., qui étaient... Ça veut dire qu'il y avait au moins 2 réponses dans chaque collectivité ou en retour. Ça veut dire qu'il y avait au moins une double information. Alors, c'est sûr, on travaille sous l'information. On a un mensuel, on a Internet, etc. On fait des choses. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose que d'être présent et d'élaborer les politiques ensemble. Et je reviens à ces histoires de villages, de petits villages. Ils ont aussi, et ils ont peur, ils appréhendent parce qu'ils ont la sensation de se dire, si effectivement je me retrouve dans une plus grosse commune, eh bien je ne serai plus un interlocuteur. Je prends un seul exemple, ça a été évoqué. 71, il y a eu la réforme qui a voulu que, on est bien d'accord, le rassemblement. Un département comme la Haute-Marne. Pisani, à l'époque, était le préfet qui a... Aujourd'hui, les gens ne souhaitent que des diffusions, ou pour la plupart des diffusions. Pourquoi? Parce qu'il y a des communes ou des villages qui ont 300 ou 400 habitants, ils n'ont même plus un représentant au conseil municipal. Ça veut dire qu'il faut tout ça, il faut trouver des équilibres. Je ne suis pas contre, moi, les communes nouvelles, mais il faut trouver des équilibres et il faut que ça soit une démarche volontaire. Et puis, et puis ici, il y a une question qui est très importante. Et là, je voudrais vous sensibiliser, parce que là aussi, c'est quelque chose, c'est la réponse. On va faire simple. Dans les anciens chefs-lieux de canton, qui ne sont plus forcément chefs-lieux de canton aujourd'hui, on a pratiqué dans nos départements, et ça s'est pratiqué dans beaucoup de départements, ces maisons de service au public. Chez nous, pratiquement, tout est couvert depuis maintenant presque 7-8 ans. Où on a été un des départements précurseurs. C'est une vraie réponse. C'est une vraie réponse. Seulement, il ne faut pas que l'État se désengage de cette réponse-là. Et aujourd'hui, c'est les collectivités qui paient pour cela. Alors, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, maintenant, on instruit les permis de construire, bien entendu, mais on instruit aussi quoi? On instruit les cartes grises. On instruit les différentes démarches que l'État, en gros, nous a refilées sans compensation précise. Et aujourd'hui, on est obligé de se battre encore pour savoir si ces maisons de services publics, au public, elles seront aidées. Alors que vous l'avez souligné, et j'en termine pour les premières réponses, là, j'en termine sur le numérique. C'est très important, le numérique. Je suis une commune, moi, complètement délaissée par le numérique. Et j'ai plein d'initiatives. Et les gens, ils me disent, mais attends, nous, on veut bien s'installer, on a tout pour qu'ils s'installent. Seulement, on ne restera pas si ça continue à ramer comme ça. Ça, c'est clair. C'est clair. Mes jeunes, parce que maintenant, ils sont à 15 emplois, hein, ces fabricants-là, ces jeunes-là. Mais ils m'ont dit, mais non. Et pourtant,
on a le sens de l'accueil. Et on dit aux jeunes, venez chez nous, venez dans nos territoires. Mais ils veulent des réponses précises et pas des réponses qui durent 3 ans ou 4 ans. Et on a de la chance, je suis dans le Grand Est, où une vraie politique régionale est mise en place avec une volonté affichée. Tout doit être le très haut débit d'ici, sauf que je suis commune prioritaire. J'ai été classé commune prioritaire. Mais mes travaux ne commenceront qu'en 2020. Je suis prioritaire en 2020, imaginez-vous. Et j'ai pratiquement rien. Et je m'étais... Oh, j'allais dire un gros mot, c'est pas possible. Hein. Non, je m'étais... Non. Je me retiens aussi beaucoup. Bon, d'accord, oui, voilà. Je me suis débrouillé à l'époque, parce qu'il se trouve que le président de la République, il était à Bercy, vous le savez, et je l'avais rencontré au niveau de toutes ces orientations. Et je m'étais fâché avec Orange, SFR, etc., qui faisait la gloriole de dire 97, etc., population était couverte. Alors que ce n'est pas les territoires, c'est la population, au point de vue couverture. Et là, à ce moment-là, j'ai interpellé TDF, pour les citer. Et TDF ont réfléchi à... ils m'ont dit, bah, tiens, on va tenter une expérience nationale chez toi. Ils sont donc venus chez moi, par du hertzien. Avec, vous connaissez, il fallait que l'ARCEP donne ses fréquences, etc. Ça a été assez long. Et puis finalement, cette expérience, elle s'est avérée, eh bien, elle peut être profitable. Sauf que l'on me dit aujourd'hui, je tire tout mon matériel, on a tenté l'expérience, on va la faire, on va la diffuser ailleurs, dans d'autres territoires. Mais comme vous êtes prioritaire par rapport à la région Grand Est pour le très haut débit, eh bien nous, on ne peut pas continuer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, depuis maintenant un mois, ben, je n'ai de nouveau plus rien. Et vous voyez, c'est ces problématiques-là qu'il faut... si on veut effectivement du coworking, ou etc., on a tout pour cela. On a tout pour faire en sorte que les gens puissent s'installer. Sauf qu'effectivement, il faut décupler les moyens et la rapidité d'exécution, même si je sais que ce n'est pas forcément simple. Et j'en terminerai pour la sous-représentation, puisque c'était aussi une question des communes rurales au sein des intercommunalités. Effectivement, il y a... alors une sous-représentation, on sait que d'une façon obligatoire, la commune... Il y a le maire, si ce n'est pas le maire, c'est le premier adjoint, etc. Sauf que quand il y a, et là je préfère vous le lire, la méthode de répartition des sièges se limite à la proportionnelle. Donc ça favorise quand même les grandes communes. Et c'est vrai que ce que on propose, eh bien, c'est qu'en fait, on inverse un peu les choses. C'est-à-dire que cette proportionnelle, eh bien, elle ne soit pas liée, encore une fois, au nombre d'habitants. Vous voyez donc l'importance du facteur densité de la population. Voilà. Merci. Je vais passer la parole aux autres orateurs, sachant qu'il y avait une question aussi sur l'eau. Peut-être que vous y répondiez après. Je passe la parole à Nathalie Sarle. Oui, Madame la Présidente, merci. Monsieur le Vice-président, en fait, moi j'ai une question à vous poser sur la question de la taxe, sur la taxe d'aménagement. C'est une question un peu technique, mais au sein de notre commission, nous sommes quand même assez attachés à la question de l'étalement, enfin de la réduction de l'étalement urbain et de la question de l'artificialisation des sols. Cette taxe d'aménagement, effectivement, elle a été mise en place pour jouer un rôle contre la lutte contre l'artificialisation des sols. Elle est souvent gérée par les intercos. Quelle est donc la position de la MRF sur cette taxe d'aménagement? Est-ce que pour vous, elle est efficace? Est-ce qu'il faudrait revoir son assiette, sachant que vous savez, son assiette, elle est... En fait, on considère uniquement l'emprise, non pas l'emprise au sol, mais l'emprise sous toiture. Et est-ce que vous pensez que c'est effectivement un outil adapté en milieu rural et pour effectivement lutter contre cet étalement urbain? Merci. Merci. Emmanuel Maquet, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Vice-président, nos petites communes rurales sont les écrins des joyaux patrimoniaux de la France, les garantes d'un héritage commun qui fait, je crois, notre fierté. Aujourd'hui, confrontées à la restriction budgétaire imposée par l'État, nos collectivités, nos petites communes mettent leur héritage patrimonial parfois en péril en permettant l'installation, vous le savez, d'éoliennes sur leur territoire en échange d'une contrepartie financière. Il est dommage que ces municipalités sacrifient ainsi la beauté de leur paysage et dénaturent parfois la richesse de leur patrimoine par souci financier. Il ne serait pas en effet
juste de dire que subitement, ces communes rurales aient pris une telle conscience écologique qu'elles se constituent en fer de lance de la transition énergétique. Si elles implantent des éoliennes sur leur territoire, malgré les nuisances relatives à la dégradation des paysages et de l'environnement naturel, c'est qu'elles n'ont parfois pas d'autre choix pour subvenir aux nécessités financières. Alors, monsieur le vice-président, pouvez-vous nous rassurer sur les motivations de nos élus ruraux à défendre le paysage français, témoignage de la géographie et de l'héritage de notre beau pays? Merci. Ludovic Pajot, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Parole, parole, parole. C'est bien en quelque sorte un mauvais remake de la chanson de Dalida que le gouvernement et sa majorité En Marche sont en train de nous jouer contre nos territoires. Ils tentent visiblement par l'introduction dans la Constitution de la notion de diversité des territoires d'effacer des mois de politique anti-ruralité qui déstabilisent fortement l'équilibre de nos communes. Récemment, l'Association des maires de France a demandé la mise en place en urgence d'un fonds spécial pour les collectivités impactées par la baisse globale des dotations. Plus de 16 000 communes subissent pour cette année une diminution de la dotation globale de fonctionnement, quand d'autres voient leur dotation de péréquation diminuer elle aussi. La purge de nos collectivités locales continue donc avec un effet dévastateur pour nos concitoyens qui voient chaque jour de nouvelles classes fermées et les services publics disparaître. Alors quel message avez-vous et comptez-vous transmettre à l'exécutif afin de lui faire prendre conscience des effets dévastateurs de sa politique pour notre ruralité? Je vous remercie. Merci. La parole est à Bérangère Abba. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Vice-président, l'intérêt de tisser des liens entre villes et territoires, une solidarité entre grands pôles urbains et campagnes est toujours plus évident. Les échanges peuvent porter sur l'approvisionnement alimentaire durable en circuit court, sur la préservation de la ressource en eau, la transition énergétique, les nouvelles formes de travail ou encore des projets éducatifs ou culturels. Toutes ces initiatives constituent de puissants leviers de développement local en associant des acteurs très diversifiés. Nombre d'entre elles ont vu le jour grâce au soutien du programme européen Leader et restent aujourd'hui fragiles, alors même qu'elles sont source d'innovation. Quels sont selon vous les freins à la multiplication de ces projets et comment les maires ruraux peuvent-ils être force de proposition? Je vous remercie. Merci. Vincent Descoeur, vous avez la parole. Oui, monsieur le vice-président, l'aménagement de l'espace rural appelle la question de la desserte des communes rurales et de fait celle de la mobilité de leurs habitants. Une mobilité qui conditionne l'attractivité de ces communes. J'ai eu le plaisir d'auditionner votre président Vannick Berberian dans le cadre de la proposition de loi de notre groupe Les Républicains sur l'adaptation de la réduction de vitesse à 80 km/h. Nous redoutions alors un ralentissement généralisé sur nos routes, ce qui est avéré puisque depuis l'entrée en vigueur des 80 km/h, on observe, comme on le craignait, des convois lents et une chute des moyennes horaires qui, dans certains cas, peuvent être désormais inférieures à 60 km/h. Je connais la position de votre président sur cette question et je souhaiterais vous entendre sur la contribution qui pourrait être celle de votre association dans l'évaluation des conséquences de cette décision, tant en termes de mobilité que s'agissant des conséquences économiques qui, de toute évidence, ont été sous-estimées. Je vous remercie. Merci. Pardon ? Gilles Caparc, vous avez la parole. Sur la vie des gens. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Vice-président, l'État s'engage de plus en plus dans la dématérialisation des démarches administratives et de l'accès aux droits. D'ici 2022, 100% des démarches administratives pourront ainsi être réalisées par voie numérique pour les professionnels comme pour les particuliers. Si cette transformation doit permettre de faciliter les démarches et ainsi d'offrir aux citoyens une meilleure accessibilité aux droits, se pose toutefois la question de l'accès et de la formation au numérique de chacun. Cet enjeu touche des personnes de tous les milieux sociaux et de toutes les générations, en zone urbaine comme en zone rurale. Pourriez-vous nous indiquer les actions qui sont menées au niveau des communes rurales pour accompagner les publics les plus éloignés du numérique dans l'appropriation de cet outil et également les différents chantiers engagés par l'État dans ce domaine vous semblent-ils appropriés aux besoins des communes rurales et de leurs habitants? Je vous remercie. Merci. Gérard Menuel. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Vice-président, vous avez déjà répondu à pas mal de questions et j'ai noté votre attachement d'avoir des parlementaires de proximité élus sur des territoires adaptés qui permettent justement des liens permanents avec les acteurs locaux. Est-ce que ça veut dire, de façon sous-jacente, que vous êtes contre un proportionnel qui va à l'inverse de votre souhait? Vous pouvez répondre et puis je redonnerai la parole au député après. Vous pouvez répondre sur ces questions-là déjà. Non, pas contre la proportionnelle. Non. Tout est une notion d'équilibre. Voilà, c'est tout. Hein.
Là, je ne peux pas vous faire d'autres réponses, mais non, pas spécialement. Simplement, encore une fois, vous l'avez rappelé, attaché, qu'il y ait des gens attachés au territoire. Alors, je voudrais répondre, parce qu'il y a beaucoup de questions qui en fait, incluent le numérique aussi. Je l'ai dit, madame, les maisons de services au public peuvent être des réponses, et sont des réponses. Sauf qu'il y a quand même une chose qui est quand même importante, c'est que l'État là-dessus, je veux dire, autant, quelquefois, il est très lent à prendre des décisions sur des problèmes liés à des problématiques insurmontables, autant là, il a fait vite, hein. Tout numérique, tout numérique, tout numérique. Et on ne s'occupe pas si les gens sont formés, s'ils ont l'accès, s'ils ont les moyens, s'ils ont, etc., etc. Ce qui fait que, franchement, chez nous, on dit on a mis la charrue avant les bœufs, là. Hein. Et ça, c'est clair. Et aujourd'hui, il y a vraiment un problème qui se pose parce que la fracture, on parle toujours de fracture. C'est embêtant, ça. Il y a toujours des fractures. Fracture territoriale, fracture sociale. Chacun, il va de sa fracture. Là, il y a une fracture numérique qui est conséquente. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et pas forcément parce que il n'y a pas que les capacités, il y a les potentialités. Et là, c'est vraiment quelque chose sur lequel, là aussi, les maisons de services au public doivent pouvoir répondre. Et ça veut dire que ça entraîne aussi, et je reprends la mobilité, parce que j'ai pas évité volontairement, hein, mais je me suis plus souvenu de la question de la mobilité d'une façon globale. Ça veut dire aussi que dans ce cadre-là, toutes les personnes... Parce qu'il y a quand même une forte population âgée dans nos villages, et il y a une forte proportion, il n'y a pas que la population âgée d'ailleurs, hein, il y a une forte proportion de gens qui n'ont pas accès pour différentes raisons, ou qui n'ont pas l'envie d'avoir accès au numérique. Eh bien là, il faut aussi organiser la mobilité par rapport à ça. Parce qu'une mobilité, ce n'est pas forcément les grands trajets. Hein. La mobilité, c'est quelquefois 3 ou 4 kilomètres. Hein. Et là, dans ma Comcom, vous voyez, je dis encore ma Comcom, comme quoi il y a quand même toujours un côté nostalgie. Dans ma Comcom de 5000 habitants, on avait balayé tous ces problèmes. On faisait du transport à la demande, on répondait clairement par rapport à des obstacles de proximité. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr, il faut que je me batte dans l'interco pour dire, ben oui, je ne suis pas sûr que le transport à la demande va continuer. Parce qu'il faut que je prouve qu'il est important. On me dit, oui, il est important, mais il est important sur ton territoire. Mais il n'est pas important ailleurs, parce qu'ailleurs, vous avez les lignes. Parce qu'ailleurs, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, toutes ces questions-là, il va falloir effectivement que les ruraux qui sont dans le cadre de grandes intercos puissent affirmer qu'il peut y avoir, et là aussi, je ne sais pas si la loi le permet ou le permettra, et vous pouvez y réfléchir, il pourrait y avoir des situations spécifiques à l'intérieur des grandes intercos. Ça veut dire qu'au même titre on doit avoir des politiques spécifiques et non pas forcément universelles nationales, au même titre qu'à l'intérieur des intercos, il peut y avoir des compétences exercées différemment. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème parce que c'était une fusion. C'était la fusion de 4 intercos. Donc, on a été fusionnés, les compétences ont été reprises. Seulement, maintenant, le problème se pose, est-ce que l'on y maintient? On a une politique jeunesse aussi, parce qu'on avait voulu répondre aux soucis de la jeunesse. C'est dans mon interco de 5000. Aujourd'hui, c'est les grandes discussions pour savoir si cette politique va être reprise au niveau global de l'interco. Parce qu'il y a des politiques de la ville, parce qu'il y a des politiques autres, etc. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Il faut en fait de la souplesse. Et c'est pour ça que le côté obligatoire que l'on veut toujours nous imposer, ça nous prend vraiment la tête. Ça nous prend vraiment la tête. Alors, en ce qui concerne, j'avais pas répondu à la problématique de la représentativité des femmes. Il y a un certain nombre de femmes. Alors, c'est vrai. Je vais prendre un exemple. Du coup, elles s'en vont. Ouais, voilà. Salut, Sophie. Au revoir, Sophie. Eh bien, dans mon intercommunalité, on est 15 vice-présidents dans la com d'Aglo. Il y a une seule femme. 15 VP, il y a une seule femme. Non, mais attends, bravo, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, quand même, hein, cette situation. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le résultat... Non, mais c'est le résultat d'une situation antérieure où il n'y avait pas, effectivement,
parce que cette femme qui est vice-présidente, elle est conseillère départementale, elle est engagée, elle est maire d'une commune importante, etc., etc. C'est le résultat. Les choses vont évoluer forcément. Je ne fais pas de transition avec l'éolien, hein, on est bien d'accord. Hein. Non, mais je prends au fur et à mesure de mes notes là. Hein. L'éolien. Alors l'éolien, ça c'est une problématique aussi d'équilibre. Pourquoi? Non, mais parce que l'éolien, c'est quelque chose qui... Mais on pourrait parler des méthanisations. Hein. On n'analyse pas forcément à leur juste incidence tous ces projets qui sont censés apporter un plus par rapport à la réduction, pour faire simple, de produits pétroliers. Et que ça soit au niveau de la méthanisation, au niveau de l'éolien, eh bien, vous savez, c'est pas blanc et c'est pas noir. Hein. Aujourd'hui, alors l'éolien, c'est pareil. L'éolien, il faut voir le coût que représente l'éolien au niveau de l'État, le coût de reprise hein, de l'énergie. Et puis, pardon ? Le prix de rachat, oui. Et puis, il faut aussi se dire qu'effectivement, il y a des secteurs où, par rapport à la valorisation du patrimoine, l'éolien n'a pas à être. Hein. Il y a des sites qui sont très importants, très remarquables. Il faut absolument les protéger, ça c'est clair. Mais la méthanisation, c'est pareil. Aujourd'hui, pour pouvoir... je ne sais pas si vous connaissez bien le problème, mais il y a les effluents. Non, mais il y a les effluents. Ah, non, mais il y a aussi tout l'apport en verre obligatoire. Et aujourd'hui, moi qui viens de terminer un aménagement foncier dans ma commune, bah, la transformation, c'est tout maïs. C'est tout maïs, et ce maïs, je sais qu'il va faire 30 km pour aller dans un méthaniseur, avec un gros tracteur qui va, lui, consommer machin, avec des grosses remorques qui vont défoncer mes chemins, etc., etc. Ça veut dire que non, mais il faut trouver des équilibres. Et cela, encore une fois, ça devrait s'analyser globalement. C'est un peu comme la vitesse. La vitesse, on est d'accord, c'est les départements qui auraient dû analyser cette problématique. À mon sens, ils avaient la connaissance des choses. Voilà. Ils pouvaient le faire, ils l'ont pas fait. Ah. Ils pouvaient le faire avant, ils l'ont pas fait. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut dire des choses. Peut-être. Bon. Programme leader. Non, mais après, on va dire... Je rappelle qu'il y a encore cette question. Programme leader, c'est... Les programmes leaders sont très importants. Parce que ce sont des programmes qui permettent de réaliser, avec bien entendu des montants appréciables de subventions, beaucoup de réalisations. Sauf que la grosse problématique des programmes leaders, et c'est là que la Banque des territoires a peut-être son rôle à jouer. Le problème des programmes leaders, c'est pas possible. C'est la trésorerie qu'il faut avoir. Il faut attendre 2 ans, voire 3 ans pour récupérer ces fonds. Et là, peut-être qu'il devrait y exister des solutions de manière... Ben oui, c'est une réalité quand même. Hein. Comment ? Non, mais vous savez, des programmes leaders, j'en ai utilisé beaucoup. Et le problème, c'est que vous êtes obligé d'attendre, c'est vrai, très longtemps avant de pouvoir... et donc, vous avez forcément des avances de trésorerie à faire. Et ça, c'est quelquefois un frein que beaucoup de collectivités ne peuvent pas faire. Et voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait également l'eau. Ah oui, la taxe d'aménagement. Ah, la Réunion, pardon. Ah ben, il est parti. Eh bien, la Réunion, non, mais j'aurais pu lui dire à ce monsieur député que la Réunion, comme les territoires d'outre-mer, comme la Corse, vont avoir une approche spécifique dans la Constitution. Eh bien, nous souhaitons, nous aussi, peut-être pour le Cantal aussi, peut-être que cette approche-là et cette ouverture de la réflexion, eh bien, peut entraîner aussi, dans votre réflexion, une approche spécifique, justement pour remettre la notion d'espace, la notion de territoire à l'intérieur de cette réforme. Et puis, en ce qui concerne la taxe, question très technique, je n'ai pas la réponse. J'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse parce que je ne connais pas bien le dossier et je ne veux pas
Mais je vous assure que je vais m'amender. Excusez-moi, madame. Ah oui, mais je suis contre l'étalement urbain. Hein. On est d'accord. Bon. Y compris dans les villages. C'est déjà une bonne base. Nous allons passer à la dernière salle de questions rapidement. Je passe la parole à Pascal Boyer. 1 minute. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président. Nous avons tous conscience que le déploiement du très haut débit sur l'ensemble du territoire est la condition préalable à la conduite de politiques publiques ambitieuses, qu'elles concernent les nouvelles mobilités, le développement de l'activité économique, l'accès à l'éducation, aux soins et bien d'autres. En résumé, le devenir des territoires, en particulier ruraux et de montagne, est suspendu à leur connexion fiable et immédiate au réseau. Les zones de montagne sont exposées à certaines difficultés techniques et géographiques spécifiques qui freinent considérablement le développement du numérique. L'AMFR a-t-elle produit des travaux sur le sujet pouvant appuyer les travaux du législateur? Les maires ruraux ont conscience de l'urgence d'intervenir en la matière, mais la mobilisation de tous les élus et les acteurs du terrain est nécessaire. Nous savons que nous pouvons compter sur la MRF. Quelles seraient vos propositions pour mettre en place une méthode adaptée aux situations des territoires? Je vous remercie, Monsieur le Président, pour cet échange et me réjouis d'accueillir dans les Hautes-Alpes le prochain congrès de l'Association nationale des maires ruraux de France en septembre. Merci. Jean-Pierre Vigier, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Vice-président, je voudrais moi aussi parler des petites communes en milieu rural. Comme vous le savez, elles sont l'échelon de proximité indispensable au maintien de la vie sur ces territoires. Le maire et son équipe municipale maintiennent le lien social et maintiennent le lien territorial avec la population. Mais malheureusement, la réalité est là. Avec la suppression de la taxe d'habitation, on enlève l'autonomie financière aux communes. Et surtout, avec la baisse annoncée des 13 milliards d'euros sur les 4 prochaines années, ces petites communes ne pourront plus réaliser des opérations d'investissement et certaines ne pourront plus équilibrer leur section de fonctionnement. Alors simplement, Monsieur le Vice-président, comment voyez-vous l'avenir pour ces petites communes en milieu rural qui sont indispensables, je le répète, au maintien de la vie sur ces territoires qui sont très fragiles? Merci. Merci. Daniel Brulbois, vous avez la parole. Pardon. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Vice-président, je voulais vous questionner sur l'exclusion numérique. Vous avez partiellement répondu en vous demandant quelles préconisations vous faites. Vous avez dit que les MSP étaient une solution. Ne pensez-vous pas que pour accompagner dans leur démarche administrative nos concitoyens, c'est plutôt la mairie et la secrétaire de mairie qui seraient le mieux placés, sachant que c'est important. On évalue à 13 millions de personnes le nombre de personnes incapables de faire une démarche numérique. Je voulais vous poser aussi une question sur l'éducation et comment votre association s'implique pour introduire le plus tôt possible l'outil et les usages à l'école et participer au plan de l'éducation, le plan numérique de l'éducation. Mais pour finir, je voudrais vous dire que à force de se poser en défenseur de la ruralité, de faire monter une petite musique qui dit, avec des mots forts que j'ai entendus ce matin en parlant de territoires dévastés, de fractures, d'abandon. Moi, ce n'est pas tout à fait ce que je vois dans nos territoires ruraux. Je vois des territoires dynamiques, attractifs. Je vois des maires qui s'impliquent au quotidien pour y développer des services, une qualité de vie. Et ne croyez-vous pas que pour les jeunes, élever ses parents, élever ses enfants au grand air, avec une vraie vie, des vrais voisins, une école à taille humaine. Ne croyez si vous voulez qu'on attire les jeunes couples et les cadres, comment voulez-vous qu'un chirurgien vienne s'installer quand on lui dit que l'hôpital va fermer depuis 10 ans, alors que c'est pas vrai? La parole est à Jean-Yves Bonny. Moi j'attendais vos ordres, Madame la Présidente. S'il vous plaît, pas de commentaires sur le niveau. Hein? Ça marche pas. Au niveau du niveau, merci. Oui, moi, j'ai pas parlé de niveau. J'espère que c'est pas à ma direction que vous le dites. Mais, monsieur le Vice-président, je vous rejoins sur le fait qu'il faut une véritable politique en direction des territoires ruraux, en direction de ces petites communes qui constituent une véritable opportunité, une véritable chance pour la France. Mais aujourd'hui, reconnaissons-le,
on vide les compétences essentielles de nos communes. Pour n'en citer que quelques-unes, Madame Brulebois l'a rappelé, c'est la fin de la délivrance des cartes d'identité, c'est la fin de la compétence urbanisme, la fin bientôt de la compétence eau et assainissement. Si bien que les maires se découragent et arrivent à se poser la question de leur utilité. Bientôt, ils n'auront même plus le levier fiscal de la taxe d'habitation. Quel est votre sentiment sur cette réforme fiscale? Merci. Merci. La parole est à Jean-François Césarini. Oui, Madame la Présidente, Monsieur Fournier, je voulais vous poser une question sur le redécoupage des circonscriptions. Vous en avez un peu parlé, et en parlant également des cantons tout à l'heure. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on fait un peu une erreur en étant un peu trop restrictif et en voulant fusionner les circonscriptions uniquement dans les départements et pas penser des fusions de circonscriptions aussi à l'intérieur de certaines agglomérations? Si on veut effectivement que les élus ne soient pas trop éloignés des habitants, il faut qu'ils soient dans un bassin de vie réel. Par exemple, chez moi, effectivement, ma circonscription a plus d'interaction dans l'agglomération avec le Gard rhodanien qu'avec Carpentras, par exemple. Et ne pensez-vous pas justement que la logique uniquement comptable de vouloir faire des élus par habitant, très bien, mais peut-être faut-il faire aussi des élus par densité. A-t-on besoin autant d'élus par habitant à Paris que autant d'élus par habitant dans la Creuse? Quand je rencontre une association de commerçants, d'habitants, de culture, de sport, ils regroupent 10 000, mais si on regroupait 100 000 personnes, ce serait exactement le même travail pour moi. Par contre, en termes de déplacement, c'est pas le même. Merci. Oui, Fabrice Brun, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Je voudrais tout d'abord regretter que les membres de notre commission fassent montre de moins de discipline quand on accueille un élu local, brillant au demeurant d'ailleurs, qu'un grand directeur d'administration. Mais peut-être peut-on mettre ça sur le compte de la passion, parce que vous avez bien compris, Monsieur le Premier vice-président, qu'il y a beaucoup de défenseurs de la ruralité dans cette commission, parce que nous militons tous au quotidien pour que l'État compense un certain nombre de handicaps en matière de transport, en matière d'emploi, de fracture numérique, de présence médicale. Mais je crois que de la défense, il faut passer à l'attaque. Et il me semble urgent de redéfinir les relations entre les métropoles et les communes rurales, parce que l'un ne va pas sans l'autre, l'un a besoin de l'autre. On n'a qu'à parler par exemple de la politique de l'eau. Il y a eu des essais contractuels ville-campagne, notamment des contrats de réciprocité, qui n'ont peut-être pas donné tout ce qu'on en attendait, qui n'ont peut-être pas été totalement évalués. Et je voudrais savoir, vous entendre un peu plus dans le détail, avoir le point de vue de l'association des maires ruraux de France sur cette notion de contractualisation entre urbanité et ruralité qui ont besoin de travailler ensemble. Merci Monsieur Brun, et je crois effectivement que c'est une question de passion et que nous partageons tous cette volonté de défendre les territoires ruraux. Et je donne la parole pour la dernière question à une passionnée des territoires ruraux, Yolène de Courson. Bonjour, cher Michel. On était déjà en contact avant que je ne sois députée. J'étais maire d'une petite commune dans ma circonscription qui fait 343 communes. Je suis maintenant présidente du groupe d'études enjeux de la ruralité. Alors, je vais parler de grande ruralité parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, il y a plusieurs types de ruralité. Et il y a un sujet qui m'occupe beaucoup, c'est le travail gratuit des maires. On a parlé du statut. Dans les petites communes, moi j'ai évalué avec les maires que j'ai rencontrés, j'en ai rencontré à peu près 200 sur les 343. En fait, on évalue à peu près à 100 000 € de travail gratuit par an pour une commune d'à peu près 250 habitants. Hein. Boucher les routes avec le tracteur propre du maire, réconcilier les gens, faire des réunions, réparer les fenêtres. Enfin bon, il y a tout ça, cette chose que moi-même j'ai fait et que je vois faire à tous ces maires-là, qui représente un énorme capital d'énergie et qui n'est pas du tout valorisé ni évalué. Alors ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que l'association MRF pourrait faire ce travail d'évaluation et de valorisation qui permettrait non pas d'augmenter les salaires des maires, enfin c'est pas des salaires, les frais, les défraiements des maires, mais qui pourrait donner lieu à comme le problème que l'on a dans les campagnes, c'est qu'on n'a pas assez de projets, parce que les gens sont isolés, et que cette évaluation pourrait donner lieu à finalement de l'ingénierie pour que le nouveau rôle des maires qu'ils vont avoir à jouer dans les années qui viennent pour faire un peu plus de services publics, de proximité, pour faire un certain nombre de choses, parce que maintenant certaines compétences sont parties à la Comcom, mais ils peuvent faire d'autres choses très intéressantes. Bon. Est-ce qu'on pourrait pas, les maires ne pourraient pas évaluer ça et faire des propositions dans ce sens-là? Bon, il y a de la relâche sur les temps, hein, et moi-même je me relâche. Donc c'était une question très intéressante. Mais comme toutes les questions de tous les collègues, bien évidemment. Je vous passe la parole pour les dernières réponses aux orateurs. Oui.
Alors, c'est quelquefois plus facile de repartir sur la dernière question. Et c'est vrai ce que vous dites. C'est vrai ce que vous dites parce que, en fait, on s'aperçoit maintenant que dans certains dossiers, quand on fait un dossier de demande de subvention, on peut inclure la valeur ajoutée que représente le temps passé, etc., etc. C'est dans le même état d'esprit, quoi. Ça veut dire qu'effectivement, c'est une très bonne suggestion de voir ou de faire estimer ce que ça représente exactement, l'engagement, entre guillemets, bénévole de beaucoup d'élus, et pas seulement des maires, hein, parce que je parle du conseil dans sa globalité. Et ça me permet de rebondir sur ce qui a été dit par rapport justement à l'avenir des communes rurales. Je ne suis pas, madame, qui m'avait posé la question sur les communes rurales, l'avenir et le pessimisme, la fracture, machin, etc. C'est pas moi qui relais ça. C'est pas moi qui relais ça. On l'entend sans arrêt. Mais non, on l'a entendu avant quand même. Hein. Et qu'est-ce que l'on entend dans les médias? Qu'est-ce que l'on entend dans les médias? On entend toujours les mêmes choses. Il y a trop de communes, ça ne sert plus à rien, etc., etc., etc. Et c'est une réalité. Alors que, en fait, on néglige ce que vous venez de souligner, on néglige l'engagement. Et je ne parle même pas de l'engagement démocratique que ça peut représenter. Et je continuerai sur cet aspect-là en disant que, effectivement, les communes sont la première réponse de la proximité. Et pour aller aussi dans votre sens, madame, j'ai parlé des MSAP pour le premier, mais la MSAP peut se décliner aussi, et c'est ce que nous revendiquons, la MRF. Le congrès que vous allez avoir chez vous, ce congrès va continuer à marteler que deviendra la commune. Que deviendra la commune? Quel est l'avenir de la commune? Et moi, je suis un optimiste. Je sais, premièrement, vous ne nous aurez pas. Je le dis à tout le monde, tout un chacun. Pourquoi? Parce qu'il y a une force qui est inhérente à nos engagements. Et vous savez, ma prochaine Assemblée générale des maires ruraux des Vosges, c'est exactement ça. Ce n'est pas les communes nouvelles, c'est les nouvelles communes. Qu'est-ce que doit être une commune? Quelle sera la réponse de proximité par rapport aux habitants? Comment utiliser au mieux les potentialités du numérique? Comment faire en sorte que la commune... Et c'est là aujourd'hui, notre engagement de travail, il est dessus. Et on sait aussi qu'à l'intérieur d'une structure comme la nôtre, il y a des réticences par rapport à cela. Parce que les gens, quelquefois, veulent rester dans les schémas, j'allais dire, un peu traditionnels. Et aujourd'hui, si on n'évolue pas, effectivement, on donnera raison à ceux qui disent qu'il y a trop de communes. Donc, on est vraiment dans cette optique-là. Ça, c'est clair. Je voudrais aussi... on a parlé de la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, en fait, au départ, la taxe d'habitation, avant cette réforme, il y avait une partie de la taxe d'habitation qui était déjà compensée pour une certaine catégorie de personnes. Voilà. Bon. Aujourd'hui, on veut l'étendre. Le président nous l'a redit. Il me l'a redit encore personnellement. Comme quoi que c'était la taxe la plus injuste. Sauf qu'avec un peu d'expérience, je me souviens que la taxe professionnelle, c'était la plus injuste. La taxe machin, il y a toujours une taxe qui est la plus injuste que l'autre. Mais sacré tonnerre, reformons les bases. C'est les bases qui n'ont pas été réformées. Les bases de 71. Et oui, et c'est cela qui fait qu'aujourd'hui, on est encore dans l'incapacité de remettre ces bases Et quand j'en ai parlé à un ancien Premier ministre qui s'appelait Manuel Valls, et que je lui disais, mais attendez, c'est peut-être là que le bas blesse, il me disait, et il m'a répondu, mais attendez, on a du mal de mettre en place le logiciel qui permettrait ça. Non mais attendez, il faut arrêter quand même. Ça veut dire que ce n'est pas une question de logiciel, c'est une question de sensibilité ou d'influence politique qui fait que certains n'ont pas envie de remettre ces bases à l'ordre du jour. Et là, on n'aurait pas eu le problème de la taxe d'habitation Non, mais de la taxe... Je vais même aller plus loin. Aujourd'hui, il y a un problème qui se pose aussi. Dans certains territoires, et ma communauté de communes en fait partie, on a aussi
la différence entre la taxe sur les ordures ménagères et l'impôt lié directement aux OM. Et là aussi, il y a des inégalités. Parce qu'avec la taxe, comme nous, on l'avait dans notre communauté de communes, la sensibilisation était tellement forte, parce qu'il y avait du tri, parce que, et ça c'est quelque chose qui est très important, on arrivait à avoir le moins de poids d'OM par rapport au tri sur l'ensemble du département. C'était notre structure qui avait le moins de poids. Aujourd'hui, si on passe par obligation, parce qu'on sera peut-être obligé d'y passer par obligation, à la taxe, eh bien, il y aura un désengagement certain. Et puis en plus, quand une femme seule, âgée, se retrouve dans une maison qui a des dimensions énormes, et que cela va être basé sur sa taxe d'habitation, eh bien, elle va payer une taxe ordure ménagère qui va être complètement disproportionnée avec l'utilisation du service qui est là. Donc, vous voyez, c'est ce genre d'inégalité qu'il faut revoir. Et ça fait partie d'un tout. Et puis, je crois que pour terminer, qu'est-ce qu'il y avait? Ah, il y a la mobilité. Hein? Ah, pardon. Attends, c'est quoi ça? Je l'ai plus en tête. Ah. Le redécoupage des circonscriptions, là aussi, il doit... Pourquoi que je vais vous donner un autre exemple. Quand il y a eu la réforme sur la réforme des cantons, dans notre département, l'ensemble des conseillers généraux à l'époque, l'ensemble des conseillers généraux, toute sensibilité politique, se sont mis d'accord à l'unanimité pour proposer un schéma dans les règles qui étaient imposées de par la loi, c'est-à-dire le nombre, etc., etc., avec un schéma et un schéma de territoire. On n'en a pas tenu compte. On a voulu le faire depuis Paris. Parce que l'on pense qu'à Paris, on a une intelligence supérieure pour pouvoir effectivement analyser les choses au local. Et on s'est planté. Et on s'est tellement planté que si effectivement le redécoupage des circonscriptions ne tient pas compte d'une analyse in fine, sans tenir compte des baronnies, hein, parce que souvent certains veulent sauver leur truc. Mais ce n'était pas ça. C'était de se dire ça sera le plus approprié au bassin de vie. Et c'est pour ça que j'ai parlé aussi des intercommunalités. Pourquoi ne pas tenir compte aujourd'hui des intercommunalités qui, à l'intérieur d'une intercommunalité importante, il peut y avoir plusieurs élus, ce n'est pas le problème. Oui, mais on est d'accord. Oui, mais moi, nous sommes partants. Et puis, je vais terminer là, non? Je crois que j'ai encore un train, moi, non? Les mobilités, les mobilités, c'est le train que je dois prendre. Mais c'est mal, oui. Ah, oui. Oui. Alors, les contrats de ruralité, très intéressant. Très intéressant. Contrat de ruralité, excusez-moi, c'est un peu une arnaque. Ah bon? Oui, vous parlez métropole. Moi, je parle des contrats de ruralité. Aujourd'hui, tout un chacun est éligible au contrat de ruralité. Et moi, j'estime que si la ville dans laquelle ma communauté d'agglo est, si elle est éligible au contrat de ruralité alors qu'elle a 30 ou 40 000 habitants, pourquoi moi je ne suis pas éligible au contrat ville? Et quand on voit que les dossiers qui sont retenus, ah ben oui, il faut dire les choses. Quand on voit que ces dossiers retenus, eh bien, les gens, quelquefois, sont peut-être placés différemment pour mettre en avant des gros dossiers. Et quand on voit le dispositif qui a été mis en place pour les contrats de ruralité, avec priorité, on a ciblé les communes nouvelles, on a ciblé les projets structurants. Forcément, un projet structurant, il va se trouver où? Il va se trouver souvent dans la ville-centre. Donc, les contrats de ruralité, là, je suis absolument pas d'accord sur leur... Ah non, mais je l'ai vécu, cela. C'est les PETR qui s'en occupent. Hein, on est bien d'accord. Oui, et avec la rapidité d'exécution. Hein. Vous devez rendre le truc en 15 jours. Donc, vous avez intérêt à être prêt toujours dans les starting blocks avec un projet. Et puis, alors, par rapport aux métropoles, les métropoles, on sait qu'aujourd'hui, on est dans une... voilà,
la métropolisation, c'est quelque chose qui est tendance. On y reviendra. D'autant plus qu'on a mis des métropoles où il n'y avait pas lieu d'avoir les métropoles. Hein. Il y avait certaines métropoles qui sont nécessaires et importantes pour représenter la France dans un contexte plus général. Mais en fait, après, on a fait du... Voilà. Et puis, c'était la mobilité. La mobilité, c'est très important. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit quoi? Les gens ont complètement changé leurs habitudes de mobilité. Imaginez une mobilité classique dans le milieu rural, on aura tout faux. Faire des ça coûtera... Et ça n'aboutira à strictement rien. Et on le voit, les circuits réguliers qui sont proposés quelquefois, eh bien vous avez des cars avec 2 personnes dedans, etc., etc. Ça ne correspond jamais. Là, il faut effectivement... Alors, le covoiturage est une des réponses, ce n'est pas la seule. Je pense qu'aujourd'hui, avec les potentialités, encore une fois, si nous sommes connectés et si nous savons l'utiliser, je ne sais pas, moi je vais vous le dire, je ne sais pas, d'ailleurs j'espère que vous allez me rendre service, je ne sais pas comment commander un taxi depuis Paris. Ben oui, je suis un paysan, je ne sais pas le faire. Eh bien, ben non mais voilà, alors si vous pouvez me réserver un taxi, merci. Voilà, non mais, c'est Gare de l'Est. Non mais, c'est pour vous dire, c'est pour vous... vous voyez les difficultés que ça peut représenter. Je veux dire, voilà, c'est absolument pas simple. Donc les questions de mobilité, c'est déjà le réseau ligne. C'est déjà le réseau ligne. Et ce réseau ligne, il faut le sauver, mais il faut le structurer. Le sauver, ça. Quand j'ai été élu maire il y a près de 30 ans, la première question que l'on m'a posée, elle était effectivement sur une ligne chez nous qui s'appelle Épinal-Belfort. Et cette ligne était menacée de fermeture il y a 30 ans. Aujourd'hui, on la remet encore au goût du jour. Mais cette ligne-là, si on continue à lui donner des horaires ou qui ne correspondent pas à nos besoins, si on continue, parce qu'on ne vend même plus les billets dans ces lignes-là, il n'y a plus de gare. Et le contrôleur, il dit, oh, c'est pas la peine de... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, on ne comptabilise plus les voyageurs. C'est vicieux. Et quand on n'a plus comptabilisé les voyageurs, on dit, ben vous voyez, personne ne l'apprend. Mais on oublie les étudiants qui viennent parce qu'il y a un lycée professionnel chez moi, etc., enfin, etc. Voilà. Bon, est-ce que j'ai fait le tour, là? Oui. Globalement, oui. On ne peut pas tout dire, hein. On ne peut pas tout dire, hein. Non, mais on en a dit beaucoup, je pense. Et je vous remercie, Monsieur Fournier, pour ces échanges. Vous avez vu que ça a passionné la commission et qu'il y a eu beaucoup de questions. Merci pour les réponses que vous avez apportées. Et mes chers collègues, nous achevons avec cette réunion les travaux de notre réunion de notre commission pour cette session. Et nous nous retrouverons donc après la suspension des travaux de l'Assemblée nationale, très probablement le mercredi 12 septembre au matin. Je vous souhaite une bonne fin de session. On en parlera à la rentrée. Une bonne fin de session et puis de bons congés bien mérités après. Revenez-nous en pleine forme. Merci.